choses importantes. La première, c'est qu'une entreprise qui réussit, ce n'est pas une entreprise qui ne rencontre pas d'obstacles. C'est une entreprise qui surmonte les obstacles qu'elle rencontre. Ça, c'est la première des choses. Il faut bien retenir ça. Parce que quand vous entendez parler de toutes les grandes entreprises aujourd'hui, que ce soit en Occident ou bien en Afrique, il y a toujours eu des déboires, il y a toujours eu de grosses difficultés. Mais celles qui ont survécu, c'est celles qui se sont modernisées, c'est celles qui se sont adaptées, c'est celles qui sont projetées dans une vision et qui ont travaillé avec des compétences. Donc, soyez sûrs que les obstacles, vous allez en avoir, mais il faudrait surmonter les obstacles. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais que les étudiants retiennent, c'est que votre limite, ça doit être le ciel. Vous ne devez pas vous mettre des limites. En Afrique, on se met trop de limites. Quand on a atteint un certain niveau, on se compare à ceux qui sont en dessous et on dit je suis bien quand même. Et on arrête là. Alors que nos facultés en tant qu'être humain sont énormes et nous permettent d'aller le plus loin possible, pourvu que nous-mêmes, nous ne nous puissions pas de limites. Voilà les deux choses que je voudrais que vous reteniez en tant qu'étudiant. Et je vais illustrer ça par ce qui s'est passé à la CNPS. La CNPS est née il y a à peu près 70 ans pour s'occuper de la sécurité sociale des travailleurs salariés du secteur public. Nous avons carrément, je vous ai dit, recopié le système français depuis l'époque coloniale jusqu'à ces temps récents. Le régime qui absorbe le plus d'argent, c'est le régime de la retraite, puisque c'est un régime, quand vous le mettez en place dans tous les pays, il est jeune, il a très peu de retraités, mais au fil des ans, le nombre de retraités augmente, l'espérance de vie augmente, et comme dit un de mes amis, on refuse tous de mourir. Donc, au fur et à mesure, il y a plus de retraités, mais ce n'est pas toujours compensé par le nombre de travailleurs à un moment donné qui doivent pouvoir cotiser afin que tous ces retraités soient payés. Donc, il faut prendre conscience qu'avec le vieillissement, avec les ressources qui vont s'amenuiser, il faut mettre en place tout un dispositif pour que nous puissions payer les retraites dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Il faut aussi prendre conscience qu'un pays qui ne veut pas rester dans la pauvreté et dans la précarité doit étendre la sécurité sociale à l'ensemble de la population. Ce n'est pas le cas de la plupart de nos pays. Nous, en Côte d'Ivoire, on a commencé il y a pratiquement 2 ans et ça fonctionne assez bien, mais très peu de pays sont dans ce système d'état de la sécurité sociale au secteur informel. Alors, les difficultés, on les a connues, comme je dis, à plusieurs étapes. La première étape, c'est que dans les années 90, il y a une crise qui avait entraîné pratiquement la cessation de paiement de l'institution, à tel point qu'un audit a recommandé de licencier 1000 personnes sur 2000 à cette époque-là. Dieu merci, il y a eu seulement 500 licenciements et l'entreprise est repartie un peu à la hausse. Mais avec la période 2000-2010, où la Côte d'Ivoire a connu des troubles politiques, je le disais tout à l'heure, il faut la stabilité pour que l'économie fonctionne bien, pour que les investissements se fassent. Mais cette période trouble, nous avons replongé encore dans le déficit. Et de 2005 à 2010-2011, on a accumulé 200 milliards de déficit. Alors, moi étant dans l'entreprise depuis la fin des années 80, début des années 90, ayant vécu toutes ces péripéties, je me suis
suis posé la question, est-ce que c'est une tare congénitale? Est-ce que l'institution de sécurité sociale est condamnée chaque 10 ans à avoir des difficultés, à être menacée, à être pratiquement en situation de paiement? Et en réfléchissant, j'ai fait un peu d'économie, je me suis rendu compte que c'est le modèle économique du système de répartition de la retraite qui n'était pas adapté à une bonne évolution des choses. Pourquoi? Parce que c'est un système qu'on a hérité de la France. Et dans ce système de répartition, on dit pour financer la retraite des personnes qui ont cessé d'activité aujourd'hui, donc vous me répétez qui sont à la retraite, on prend les cotisations des travailleurs d'aujourd'hui. Ça suppose qu'on ait suffisamment de travailleurs aujourd'hui pour payer les retraités qui, comme j'explique, avec l'espérance de vie, le nombre augmente. Donc, nous nous sommes dit que dans les années 2006-2007, c'est là que nous avons préparé la réforme de 2012, nous avons changé le modèle économique parce que Einstein disait, si vous faites la même chose et que vous attendez à avoir des résultats différents, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous faites la même chose, vous allez avoir les mêmes résultats. D'où ce qu'on appelle la créativité, l'innovation. Et on a dit le modèle économique qui ressemblait un peu à une économie, ce qu'on peut dire, ressources égales consommation. Mais quand vous arrivez dans ce système, même à titre individuel, si tout votre salaire, vous le dépensez dans le mois et que vous ne faites pas d'épargne, à la moindre difficulté, vous êtes vraiment en situation de ne pas pouvoir agir. Donc, il a vu que le système de retraite ressemblait à ça. On dit, ceux qui travaillent aujourd'hui cotisent pour la technologie, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Sauf que tout ne se passe pas bien, puisqu'on avait, comme j'ai expliqué, connu deux grosses crises. Alors, on a dit, on va changer le modèle économique. On va dire maintenant que les ressources d'aujourd'hui doivent financer les retraites d'aujourd'hui, mais une partie des retraites de demain. Et cette partie de retraite de demain, c'est ce qu'on appelle épargne. Donc, on passe d'un système économique qui dit ressources égales consommation à un système qui dit ressources égales consommation plus épargne. Épargne investie crée la richesse. Voilà comment on a changé le modèle économique. Techniquement, comment on a procédé? L'âge de la retraite était à 55 ans, on a passé à 60 ans. Le taux de cotisation était à 8%, on a passé à 12% en 2012 et à 14% en 2013. Pourquoi? On s'est dit, si on dit que, parce qu'on sortait des crises en 2012, si on dit que parce que nous sortons des crises, les entreprises sont affaiblies, les travailleurs sont essoufflés. Si on disait que c'est trop élevé de passer de 8 à 14%, on serait peut-être passé de 8 à 9 ou bien à 10. Ça nous aurait donné un équilibre peut-être sur 10 ans, et puis on serait retombé encore dans la déficit. Donc on a dit, bon, passons de 8 à 14, de sorte que nous allons créer une situation excédentaire sur le long terme, et cette situation excédentaire, qui constitue donc des réserves, nous allons investir, et en investissant, créer une nouvelle richesse, une nouvelle source de financement des prestations. Vous voyez, en France, ils sont en train de parler de taxer les super profits. Les entreprises ont eu leurs profits de façon normale. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous allez taxer des super profits parce que vous êtes en déficit. Mais nous, grâce à nos investissements, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, le portefeuille monétaire, les excédents, quand on a mis en place la réforme, donc avec les deux paramètres que j'ai indiqués, là où de 2005 à 2011, on avait fait 200 milliards de déficit, avec 32 milliards de déficit. La seule année 2011, dès 2012, on a connu un excédent. 8 milliards en 2012, 33 milliards en 2013, 45 milliards en 2014,
63 milliards en 2015, jusqu'à atteindre 100 milliards d'excédents à partir de 2019. Et donc depuis 2019, chaque année, on est au-dessus de 100 milliards. 2021, on a fait 125 milliards. 2022, on a fait 150 milliards. Et 2023, nous envisageons 170 milliards. Et à partir de 2025, nous allons être au-dessus de 200 milliards d'excédents chaque année. Je suis heureux, moi et mes amis, d'être invités à cette conférence de la CIMA. C'est vraiment un plaisir. Comme M. Bouka l'avait dit, c'est une masterclass parce qu'on a beaucoup appris. Il a dit 100 ans d'expérience. Moi, je dirais plus que 100 ans parce qu'on a appris plein de choses, tant au cours de management ou bien de commerce dans les écoles que nous faisons. Donc, je tenais déjà à remercier les fondateurs de la CIMA parce que c'est déjà une feuille de route pour nous en tant que jeunes entrepreneurs, futurs managers. Le général de la CNPS, d'abord, c'est quelqu'un qui est déjà très intelligent. Déjà, quand on regarde ces statistiques qu'il nous a démontrées, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et il nous a donné d'excellents conseils, 2 points, que, en tout cas, on compte les mettre en pratique. Il a une philosophie, je sais. Il a dit qu'on n'a pas de limite, que la limite, c'est le ciel. Donc, j'espère aussi être dans sa pensée et aussi appliquer ce qu'il nous a dit. L'intervention du DG de la CNPS nous a beaucoup aidé parce qu'on se rend compte qu'il n'y a qu'à travers l'investissement de la personne que vient la réussite. Et il nous a montré sa persévérance et sa volonté à vouloir participer à l'évolution de l'Afrique. Donc, ce fut pour nous une réelle découverte et également une leçon pour la suite de notre projet personnel. Bien, on dit l'avenir appartient à l'Afrique, mais quand on parle d'avenir, c'est les années à venir. Et donc, les étudiants qui sont les managers de demain, il faut leur inculquer déjà de bonnes pratiques. C'est vrai, ils apprennent des choses intéressantes à l'université, mais ça reste quand même théorique. Et de plus en plus, ils ont besoin de managers qui viennent partager leur expérience afin que ce qui est appris théoriquement, ils puissent faire le lien avec la pratique du terrain. Et je pense que ce sont des initiatives à encourager. Je félicite le président de la CIMA et les étudiants m'ont dit qu'il faut que ces rencontres soient répétées pour pouvoir les former à la tâche pour demain.